Le Mali, à l'instar d'autres pays du continent, est confronté au chômage. Les jeunes sont les plus touchés, sachant qu'ils représentent plus de la moitié de la démographie estimée à plus de 22 millions. La faible qualité des formations académiques et professionnelles en serait à l'origine. Comment le système éducatif national est-il structuré? Les programmes académiques et les méthodologies d'enseignement sont-ils adaptés aux réalités actuelles? Quelle place est accordée à l'entrepreneuriat? Comment promouvoir l'employabilité particulièrement des jeunes? Inadéquation formation-emploi, comment y remédier? C'est une question et c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Inadéquation, formation, emploi, comment y remédier? C'est le thème de cette émission. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Dr Mamadou Diallo est le président de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur au Mali. Créée il y a 20 ans, l'AEPS regroupe la majorité des écoles supérieures privées du pays, excepté celle de la santé. Monsieur Diallo est surtout le fondateur de Submanagement Mali, dont il est le directeur général depuis novembre 2001. Entre 2003 et 2006, il a été conseiller spécial du président directeur général du groupe Submanagement. À ce titre, Mamadou H. Diallo était chargé de l'administration des centres de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, des Comores et bien sûr du Mali. Suite au travail remarquable réalisé, Dr Diallo est monté en grade dans le groupe Submanagement. Il a été nommé vice-président chargé de l'administration de 13 centres d'Afrique subsaharienne. En qualité de consultant, Mamadou H. Diallo a collaboré ces dernières années avec plusieurs institutions internationales. Il a notamment été consultant de la Banque mondiale de décembre 2007 à novembre 2008, chargé d'assistanat technique aux entreprises lauréates de la Foire régionale de développement dans le cadre du projet d'appui à la croissance. C'est dans ce sillage qu'en 2009, il co-réalise un audit et une cartographie des opportunités d'affaires et des acteurs du climat des investissements au Mali pour le compte de la Société financière internationale. Du point de vue académique, Mamadou Habib Diallo est une tête bien faite. Depuis 2006, il est docteur en gestion des entreprises de l'Euro-American International University. En 2002, il décroche son diplôme de 3e cycle en ingénierie financière, contrôle de gestion 6 de l'École supérieure de management, de commerce et d'informatique. C'est dans cette même école que Mamadou Diallo a obtenu, un an plus tôt, sa maîtrise en gestion et commerce. Coach en entrepreneuriat, ce chef d'entreprise compte une vingtaine d'années d'expérience, dont une bonne partie dans la gestion des organisations et la formation des jeunes et des cadres du secteur public et privé. Ces domaines de compétences sont entre autres la gouvernance d'entreprise, audit, contrôle de gestion, management stratégique et opérationnel, gestion des ressources humaines et conduite du changement. En ce qui concerne ses compétences sociales, Dr Mamadou Diallo est conseiller municipal élu en commune 1 du district de Bamako. Il est aussi vice-président de la Fondation pour la recherche, la culture et l'éducation et président d'honneur du club de football ASCO, association sportive des clubs de Ouragayo. Marié et père de famille, directeur Diallo a également la casquette de consul honoraire de Lituanie au Mali. Au cours de sa carrière, M. Diallo a reçu plusieurs distinctions, dont celle de chevalier de l'Ordre national du Mali.
Dr Mamadou Habib Diallo est l'invité principal de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invité principal est Mamadou Habib Diallo, président de l'Association des établissements privés de l'enseignement supérieur au Mali. Monsieur Diallo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Amar, c'est moi. L'AEPS dont vous êtes le président existe depuis 20 ans. Pourquoi une telle organisation? Une telle organisation pour non seulement organiser et surtout moraliser la branche du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons pour mission essentiellement de développer le capital humain du Mali africain et nous avons pour mission aux côtés du gouvernement d'organiser et de tirer vers le haut l'enseignement supérieur. C'est une organisation qui compte combien de membres? Alors, c'est une organisation qui est censée représenter les 174 établissements d'enseignement supérieur au Mali. Aujourd'hui, nous avons 80% qui sont déjà membres. Alors, vous êtes avant tout le directeur général de Super Management Mali, qui est un établissement d'enseignement supérieur qui existe là aussi depuis une vingtaine d'années. C'est bien cela? C'est bien cela. Super Management Mali, parce qu'il faut le noter. Le groupe Super Management existe depuis 30 ans et au Mali, nous sommes là depuis presque 22 ans. Et nous avons contribué à développer le capital humain malien et africain. Aujourd'hui, nous avons plus de 7000 diplômés sur le marché de l'emploi avec un taux d'insertion de près de 80%. Au regard de notre thème, nous allons longuement parler de formation, de qualification professionnelle, d'entrepreneuriat, comme pour dire que nous allons parler d'employabilité. Mais avant, je vous invite à suivre ce grand angle signé Marietou Diallo, montage Ibrahim Babi. Ils sont nombreux à passer des journées entières au grain à raconter en raison du manque de travail. C'est le cas de ces jeunes dont certains sont diplômés. Chaque année, plus de 300 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. 10% d'entre eux deviennent fonctionnaires, tandis qu'une bonne partie se retrouve au chômage à cause notamment de l'inadéquation entre les formations dispensées et les emplois disponibles. Pour certaines filières de formation, effectivement, les sortants, lorsqu'ils sortent, ils sont aptes pour le marché de l'emploi, mais pour d'autres, non. Et aujourd'hui, je dirais que la majorité des filières et des formations qui nous sont données actuellement au Mali ne sont pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Quand vous regardez un peu nos modules de formation, ce sont des modules de formation classiques, tertiaires beaucoup plus, comptabilité, finance, droit, beaucoup plus ces éléments-là, qui sont globalement déconnectés de notre économie. Parce que quand vous regardez un peu la base économique du Mali, comme je le disais, c'est purement l'agriculture, l'élevage et d'autres éléments connexes. Et donc, si les gens doivent y travailler, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils travaillent, n'est-ce pas, sur ces supports-là. Maintenant, si la formation n'a rien à voir avec ces différents supports-là, donc ça crée un problème parce qu'avant que les gens étudient, les gens sont dans ces secteurs, soit ils sont paysans, soit ils sont éleveurs, soit ils sont pêcheurs, etc. Donc globalement, ça voudrait dire que l'école devrait venir renforcer leurs capacités dans ces différents domaines-là. Lorsque certaines entreprises ont du mal à recruter des ressources humaines qualifiées sur le plan local, elles n'hésitent pas à faire venir de l'extérieur des compétences, ce qui augmente leurs coûts tout en renforçant le chômage. Parce que si je n'arrive pas à trouver l'employé qu'il me faut localement, je serai obligée d'aller prendre des personnes à l'étranger que je vais payer beaucoup plus cher parce que c'est ça, ils vont être expatriés pour moi. Et surtout que la stabilité n'y est pas. L'idéal pour toute entreprise, c'est de trouver les ressources humaines compétentes localement. Et donc ça, c'est un coût important pour les entreprises. Et les industriels maliens sont désœuvrés de devoir amener même les techniciens mécaniques d'autres pays. Parce qu'au Mali, je me rappelle d'un grand industriel qui me disait Binta, j'ai pas de problème de trouver des ingénieurs au Mali, mais les techniciens, j'en ai pas, de techniciens qualifiés. Alors que pour tourner mon usine, j'ai pas besoin de plus de 2 ingénieurs. J'ai par contre besoin de beaucoup de techniciens qualifiés. Et au Mali, c'est ça le problème. On n'a pas cette main-d'œuvre qualifiée au niveau technique.
Conscient du taux élevé de chômeurs chez les jeunes, l'État a mis en place ces dernières années plusieurs programmes destinés à promouvoir l'employabilité. On peut notamment citer la politique nationale de l'emploi ou encore la politique cadre du développement de la jeunesse. Malgré toutes ces politiques qui visent à créer des emplois productifs et décents pour les jeunes, le problème demeure. Les formations académiques et professionnelles dispensées en seraient l'origine. Quand on parle d'inadéquation, c'est comme si les formations qui étaient faites étaient à la base bonnes, mais elles n'allaient pas avec les besoins du marché. Mais vous verrez que les formations même qui sont sur le marché sont des formations qui ne sont souvent pas de qualité. Ce qui fait qu'un jeune sortant diplômé est incapable de travailler dans son domaine, même quand on le recrute. Ça veut dire que même quand il réussit à avoir un emploi dans le domaine dans lequel il a été formé, en ce moment, il n'y a plus d'inadéquation. Mais malgré cela, vous voyez qu'il n'y a pas de compétences. Donc, il y a la non-adaptation de la méthodologie de formation dans nos écoles supérieures, dans nos écoles secondaires, dans nos écoles privées. Selon nos interlocuteurs, pour mieux faire face aux défis du marché de l'emploi, les autorités doivent réformer le système éducatif et ainsi accorder une plus grande place aux formations pratiques. Je pense qu'il faut vraiment revoir les méthodes d'enseignement. Je fais partie de ceux qui pensent que l'école, c'est juste pour donner des outils à un jeune. C'est juste des outils pour pouvoir, ou des armes pour pouvoir faire face à sa vie d'adulte. Mais ce n'est pas le diplôme qui fait la personne. C'est pour recruter quelqu'un, je ne regarde pas forcément ses diplômes. C'est la capacité de la personne à me convaincre, à se présenter et à se vendre. Et ça, ce n'est pas que le savoir technique que la personne a. Et moi, je pense que ça, c'est un grave problème que les jeunes Maliens ont à cause de l'éducation. J'ai suivi une partie de mon cursus au Mali et je me rappelle qu'il y a une petite partie seulement qui est dédiée aux exposés, par exemple. Alors que c'est super important pour la vie professionnelle. C'est à l'école qu'on l'apprend, pouvoir faire face à un public, pouvoir convaincre les gens, s'exprimer devant la masse. Ça, c'est un atout, mais on s'entraîne depuis l'école. L'enseignement est resté la même chose. Nous avons le même enseignement depuis des années, depuis plus de 60 ans, qui n'évolue pas. Nous allons dans une salle, nous enseignons dans une classe et on nous répète, nous écrivons et nous ressortons. Donc cette méthodologie-là n'est plus adaptée, ne fonctionne plus. Nous devons également innover dans l'enseignement. Nous devons venir avec des systèmes théoriques mélangés avec la pratique, mélangés avec la formation continue surtout des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous vous formez, vous sortez avec une compétence, mais 3 mois après, tout ce que vous avez appris n'est plus d'actualité. Donc, vous devez rentrer dans un cycle de formation continue. Donc, pour ce professeur d'économie à la Faculté des sciences économiques et de gestion, un module sur l'entrepreneuriat serait plus bénéfique dans des écoles professionnelles où les enseignements sont plus pratiques. Le module l'entrepreneuriat vient en complément de quelque chose. Entrepreneur voudrait dire je vais entreprendre. Mais vous allez entreprendre dans quoi? Dans un secteur. Mais si vous n'avez pas de connaissance d'un secteur, vous allez entreprendre comment? Donc, on a beaucoup aujourd'hui de coachs, d'experts. Dans les livres, ils ne font que lire les livres. Les différentes étapes pour être un bon entrepreneur, les différentes étapes pour créer une entreprise. Mais demandez-leur de créer une entreprise. Ils ne peuvent pas créer. Mais demandez, imaginez, vous savez, le cours d'entrepreneuriat serait beaucoup plus utile dans les écoles de formation professionnelle. Beaucoup plus utile. Imaginez quelqu'un comme ça qui a été formé pour essayer de travailler dans le domaine de l'agriculture, etc. Du coup, il peut créer une petite unité industrielle. On est d'accord? Donc, lorsque vous lui enseignez maintenant qu'est-ce qu'il faut pour devenir un véritable entrepreneur, les différents aspects qui sont là-dedans, donc ça le rend opérationnel. Mais vous prenez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sortis de nos écoles. Ils ont fait droit, ils ont fait comptabilité, ils ont fait finance, ils ont fait management, etc. Mais ils vont entreprendre dans quel domaine? Dans son rapport intitulé « Stratégie jeunesse des Nations Unies au Mali 2020-2024 », l'Organisation des Nations Unies indique que l'une des solutions au chômage reste la promotion de la formation professionnelle et technique de qualité, la formation en entrepreneuriat et l'accès au financement des jeunes pour le démarrage de leurs entreprises. Monsieur Diallo, tout à l'heure dans le reportage, il y a une personne qui parlait de formation qui serait déconnectée des réalités de l'économie nationale. Vous en pensez quoi? Alors, Monsieur Amar, permettez-moi de vous remercier pour l'initiative de cette émission, d'autant plus pertinente que le défi de l'emploi des jeunes, qui est une question brûlante
pour l'Afrique. Il y a des facteurs multiples, multiformes et complexes. Je citerai peut-être 4, 5 facteurs structurels qui sont parfois en corrélation. Premièrement, au Mali comme ailleurs sur le continent, l'offre d'emploi dépasse la demande. Deuxièmement, nous avons un taux d'industrialisation extrêmement faible. Nous ne produisons que très peu. Donc, naturellement, nous devenons un marché d'écoulement pour les économies, les géants de l'économie mondiale. Troisièmement, plutôt que d'être dans sa mission régalienne de régulation, de création d'un environnement favorable à la création d'emplois, l'État se trouve dans une posture L'État a beaucoup de challenges de pourvoyeur d'emplois pour la distribution de sécurité sociale. Or, cela n'est ni efficace, ni dans la durée, ni efficace dans la durée, ni efficace dans le long terme. Alors, et quatrièmement, le secteur privé qui a pour vocation de créer des emplois se trouve limité dans sa vocation avec un environnement peu favorable à la création d'entreprises, avec des coûts de crédit très élevés, et ce qui fait que des jeunes qui devraient entreprendre se trouvent en train de chercher du travail. Il faut ajouter à cela le coût de l'énergie élevé, mais aussi une politique fiscale peu attractive. Et le cinquième et dernier point? Le cinquième et dernier point, et naturellement, c'est la qualité de la question des programmes de formation, qui se trouve être peu en adéquation avec les besoins du marché du travail. Alors justement, on va revenir sur certains points que vous avez évoqués tout à l'heure, mais avant, permettez-moi de présenter nos autres invités. Nous avons Valérie Belvert, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la vice-présidente du Conseil national du patronat CNPM, chargée des relations extérieures. Vous êtes membre du Conseil des investisseurs européens au Mali, présidente notamment de la commission RH et formation. Vous êtes surtout la directrice générale de RMO Mali, une structure qui évolue donc dans le secteur de la gestion des ressources humaines, c'est ça? C'est une structure qui a été créée, me semble-t-il, en Côte d'Ivoire il y a plus d'une trentaine d'années? Oui, en 1985. Et moi, au Mali, je l'ai créé en 2005. En 2005, il y a 18 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et nous avons donc Dr Sako. Dr Sako, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants. Vous avez été inspecteur général, professeur de biologie, notamment à l'école normale supérieure de Bamako en 1995. Donc vous avez plusieurs casquettes, si je peux dire. Donc, vous avez été président des centres d'examen, que ce soit du BAC ou du DEF. C'est dire que vous connaissez bien le secteur de l'enseignement. Pour vous faire réagir, je vais juste donc demander à la régie qu'on mette la première infographie et vous allez nous donner votre point de vue. Plus de 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Sur les 300 000, seuls 10% d'entre eux donc, sont employés donc, par l'État, donc au niveau de la fonction publique. C'est une réaction de tristesse parce qu'en tant que parents d'élèves étudiants du Mali, nous ne pouvons pas supporter que les enfants soient dans la rue parce qu'après la formation, normalement, ils doivent avoir accès à un emploi. Mais si au-delà de cela, après la formation, ils restent encore chômeurs, ils restent toujours à la charge de la famille. Donc ça veut dire que c'est un poids énorme pour nous, parents d'élèves. Alors nous aurons souhaité qu'il y ait ce type de partenariat très fécond et très avantageux entre les structures de formation et les structures d'emploi. Le collègue vient de parler des difficultés qu'il y a à s'installer et nous souhaitons, avec les débats, voir quelle facilité on peut accorder à ces diplômés des universités pour faire autre chose.
pour s'installer à leur compte. Parce qu'il ne faut pas toujours dire il va être utilisé par une entreprise, il va être utilisé par l'État. Donc il faut développer des initiatives individuelles ou collectives qui leur permettent de s'installer à leur compte. Et ça, c'est ce que nous cherchons. Donc, seuls 10% de ces étudiants-là deviennent fonctionnaires parce qu'ils réussissent au concours. L'État ne peut pas employer tout le monde, Madame Belver, ça c'est une réalité. Je dirais que c'est pas sa vocation en fait. La vocation de l'État n'est pas de fournir de l'emploi, c'est de mettre les conditions nécessaires à la création d'emplois. Mais elle doit en aucun cas être le premier employeur du Mali. Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est vrai que le secteur privé aujourd'hui doit être l'employeur et il faut donner les conditions favorables à cette création d'emplois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un climat attractif, un environnement des affaires attractif. Et parallèlement à ça, et pour en revenir à notre sujet, effectivement, il faut mettre à disponibilité des entreprises une main-d'œuvre qualifiée, bien formée. Et c'est comme ça qu'on arrivera à transformer le paysage économique de façon plus favorable et plus efficiente, quoi. Monsieur Diallo, je vais faire réagir donc à cette deuxième infographie que nous allons voir qui nous amène à parler donc de la proportion de jeunes Maliens sans activité professionnelle et éducative. On parle de 29% des jeunes donc de la tranche de 18 à 35 ans qui n'ont aucune qualification, activité professionnelle, ils n'ont rien appris que ce soit au niveau de l'école, encore moins au niveau de la vie professionnelle. Ça c'est une enquête donc du baromètre qui date de 2019. On a ceux dont on parlait tout à l'heure qui sont à peu près 300 000 chaque année, qui ont des qualifications, en tout cas qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi. À côté, on a ceux qui n'ont pas de qualification. Donc pour eux, c'est encore plus compliqué. Oui, je pense que pour paraphraser mon cher doyen, le professeur Sako, au-delà de l'école, l'apprentissage, la connaissance, il faut développer des compétences pratiques et opérationnelles. Et nous avons aujourd'hui au Mali des capitaines d'industrie qui ne sont jamais allés à l'école, qui sont les plus gros, qui emploient aujourd'hui beaucoup plus que l'État, beaucoup plus. Donc l'école n'est pas... le diplôme n'est pas une fin à soi, et puis n'importe qui peut devenir entrepreneur. Mais être entrepreneur, ça sous-entend aussi pour performer, il faut avoir certaines capacités, certaines expertises avérées. Et c'est là où joue le rôle... que l'école joue son rôle. Moi, je pense qu'il faudrait capitaliser, professionnaliser nos programmes de formation. Au-delà de l'expertise, de l'aspect connaissance, il faut maintenant développer des soft skills, c'est-à-dire savoir interagir, savoir être, savoir faire, et faire. C'est cela dont il faut pour absorber. Et aujourd'hui, ceux qui sont désœuvrés, ceux qui ne sont jamais allés à l'école, qui sont désœuvrés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas entreprendre. Valérie Belver, je vous ai vu tout à l'heure. Oui. Vous ne sembliez pas être d'accord avec cette... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses. Par rapport au professeur Sako, qui disait qu'effectivement, les jeunes qui sont formés, ils ne trouvent pas de travail, donc ils devraient aller vers l'entrepreneuriat, donc c'est ce que disait M. Diallo aussi, mais en fait, il y a plutôt besoin d'une reconversion, parce que justement, comme il n'y a pas l'adéquation entre la formation et l'emploi, il y a un gap. Donc le gap, on a tendance à dire, bon, les jeunes ont qu'à aller vers l'auto-entrepreneuriat. Sauf qu'en fait, ça ne résout pas le problème du secteur privé. Parce que du coup, on n'arrive toujours pas à trouver notre personnel qualifié. Donc finalement, l'auto-entrepreneuriat n'est pas la réponse à tout. Et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Vraiment, c'est vraiment quelque chose où aujourd'hui, il y a la Vox Populi qui dit s'il n'y a pas de travail, je suis auto-entrepreneur. Mais en fait, non. Tout le monde n'a pas la capacité d'être entrepreneur. Et il y a des gens qui se complaisent complètement et qui sont de très bons employés salariés. Donc, en fait, je pense qu'avec l'inadéquation de la formation par rapport à nos besoins, nous, des entreprises, c'est que on est obligé aujourd'hui de faire de la reconversion. Alors que c'est dommage, il faudrait plutôt changer les formations, qu'elles correspondent à ce dont on a besoin, au lieu d'être obligé de faire de la reconversion pour former les gens
à nos... De la reconversion, vous voulez dire, par exemple, un juriste arrive, vous avez besoin de... On n'en a pas besoin. Vous avez besoin plutôt d'un technicien, donc vous lui demandez de faire des formations supplémentaires, vous l'accompagnez dans ces formations pour le reconvertir, pour qu'il devienne opérationnel à votre niveau. Alors, aujourd'hui, on a remarqué, par exemple, nous, dans le secteur privé, qu'il y a beaucoup d'entreprises suffisamment conséquentes qui n'arrivaient pas à trouver de compétences techniques et qui ont créé leur propre centre de formation. Il y a 2-3 grosses industries ici qui ont créé leur propre centre de formation et qui, effectivement, prennent des employés qui ne sont pas forcément dans le domaine et qui les forment aux besoins de leur société. Et ça crée des emplois et ça donne des profils compétents. Monsieur Sako, tout le monde ne peut pas être entrepreneur? Bien sûr, il faut des préalables, il faut l'ambition, il faut la volonté d'y aller. Nous avons eu des gros entrepreneurs ici, de gros industriels qui n'ont pas fait l'école. J'en connais beaucoup. Ils ont de grosses industries, mais ils ont persévéré, ils ont réussi. L'État ne peut pas utiliser tout le monde, on l'a dit. Et maintenant, le gros employeur des sortants de nos grandes universités, c'est l'éducation. Beaucoup viennent à l'éducation sans être préparés à ça, mais nous avons mis sur pied des structures de formation continue pour un peu les formater et faire d'eux des enseignants qui puissent vraiment servir. Donc, cette reconversion peut souvent réussir. Parce que nous avons des économistes qui peut-être pensaient aller vers les banques ou les affaires économiques ou la douane, mais par défaut d'avoir de réaliser cette ambition, ils sont venus à l'enseignement, mais nous leur donnons les éléments nécessaires pour leur permettre de tenir une classe. Ça, c'est faisable. Et tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais si je me rappelle un peu des programmes d'enseignement depuis le lycée, on a étalé, on a multiplié les programmes de formation de lycée. Avant, c'était 2 baccalauréats. Maintenant, on a à 6 baccalauréats pour permettre aux bacheliers d'avoir plus de choix dans les études supérieures. Et depuis le lycée, ils ont l'entrepreneurship qui doit leur donner une idée de ce qu'ils veulent faire au futur. Le choix du métier qu'ils souhaitent faire et se préparer en conséquence dans les disciplines qui sont indispensables dans ces réalisations, à mettre beaucoup d'efforts. Beaucoup réussissent. Et aux universités, je me rappelle, en 97-98, j'ai fait des missions à Teriabougou. Il y avait le père Vespérel qui avait une ferme agro-pastorale. Oui, j'amenais les étudiants pour voir comment on peut profiter de certains enseignements pour faire de l'agro-pastoral, l'agro-industrie. Et le père Vespérel avait beaucoup réussi. Et c'est l'un des premiers qui avait même introduit le biogaz ici au Mali. Donc, 2 missions pour leur permettre de mieux s'imprégner d'autres éléments qui ne sont pas forcément dans la classe, mais qui peuvent se trouver dans la nature et qui peuvent porter beaucoup. Et en plus, dans nos programmes, nous avons envisagé, bien que ça a été défaillant, un partenariat avec le secteur privé, pour voir un peu quels sont les besoins du secteur privé et voir en conséquence quels sont les types de programmes que nous pouvons introduire pour que cette employabilité soit facilitée. On va justement revenir en détail sur ce point. Je vous invite juste à regarder cette donnée-là, le nombre d'établissements secondaires au Mali en 2021. On parle de 111 établissements publics, 2421 établissements privés. Donc, il y a presque 22 fois plus d'établissements privés que d'établissements publics. Et je pense que c'est comme ça dans quasiment tous les pays du monde. Mais ce qu'on remarque également, et vous avez été inspecteur, vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est que déjà l'État envoie beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus d'élèves apprendre dans ces établissements publics, puisque il y a moins d'établissements publics, c'est ça? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau? Bon, quand j'étais encore inspecteur général, il y avait vraiment des défaillances dans la répartition des élèves admis au DEF entre le public et le privé, parce que il faut dire la vérité, il y a une affaire de sous. Parce que l'État subventionne le privé à coût de plusieurs dizaines de milliards. Et quand j'étais à... Subventionne, c'est ça? Subventionne, c'est pas, là on ne parle pas de bourse octroyée. Non, c'est une subvention parce que l'État met à la disposition de ces établissements d'enseignement secondaire privés reconnus un certain nombre d'admis du DEF qui n'ont pas peut-être trouvé la place dans la structure publique. Mais il se trouve que
certaines structures, certains lycées publics avaient encore de la place qui n'ont pas été occupées. Et j'en ai vu, je ne suis pas là pour citer les lycées. Et on privait ces structures publiques pour envoyer des élèves dans les structures privées. Pourquoi, à votre avis? Bon. C'est une illégalité, ce n'est pas normal. Parce que pour nous, il faut que le plein soit assuré d'abord dans les structures publiques. Et le reliquat, c'est qu'il n'a pas pu être casé, mais mettre ça à la disposition des structures privées. Bon, ben, c'est une gestion qui a posé énormément de problèmes et raison pour laquelle vous avez parlé tout de suite de près de 3000 établissements d'enseignement. 2000, donc 2400, 2421. Reconnus par l'État. Non, ça c'est pas... non, je sais, voilà, reconnus par l'État. Donc, là, c'est vraiment le paysage de façon générale, ceux qui ont été recensés. Oui, mais ça c'est ça. Voilà. Bon, mais pour 111 établissements d'enseignement secondaire technique ça c'est le public. Oui. Mais il y a encore plus de 1077 établissements d'enseignement secondaire technique professionnel privés qui ne remplissaient pas les conditions, mais qui recevaient. Je pense qu'il est important de revenir à la chronologie des choses. Au lendemain de l'avènement de la démocratie, le nouveau régime avait, parce que le taux de scolarisation était très bas, et dans notre loi fondamentale, la Constitution, tout Malien avait droit à l'éducation. Et l'État n'avait pas les moyens d'absorber tout ce flux. D'où la floraison des écoles. Par exemple, en commune 1, je siège en commune 1 dans le conseil communal de la commune 1. Voyez-vous, il y a un seul établissement public. Dans toute la commune? Dans toute la commune, compte 100 établissements privés. Et qui va absorber? Et tout à l'heure, on parlait de subventions pour les privés. Il y a eu une commission ad hoc composée vraiment de l'administration publique et des acteurs de l'éducation. Il fallait déterminer le coût de la formation. Et le coût de la formation d'un élève du lycée technique était à peu près à 600 000 francs. Et voyez-vous, l'État oriente dans les privés, on parle de subvention, entre guillemets, à 90 000, 120 000 francs. Donc ça joue forcément sur la qualité de la formation. Ça aussi, il faut le dire. Donc, moi, je crois que le problème, ce n'est pas la quantité, mais il faudrait plutôt faire un focus sur la qualité de la formation. Valérie Belvin. Effectivement, je suis d'accord avec le Dr Diallo. Moi, ce qui nous importe, c'est la qualité de l'enseignement. Après, comment ça se passe, si c'est subventionné ou pas, si c'est public, si c'est privé. À la limite, je trouve ça un peu dommage mais ça se fait partout, mais que le public se repose un peu plus sur le privé. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir quelles sont les formations dispensées. Parce qu'aujourd'hui, le secteur secondaire est très développé, l'agroalimentaire est très développé, l'industrie un peu moins, mais il faudrait y venir. Et ça sera un grand créateur d'emplois quand on pourra transformer toutes nos matières premières, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs d'enseignement qui n'est pas technique ni professionnel. Et c'est de celui-là dont on a besoin. On va voir cette autre donnée qui va nous amener à parler des universités publiques. On a 5 grandes universités au Mali, donc que ce soit l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, l'Université de lettres et des sciences humaines de Bamako, l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, l'Université des sciences juridiques. On peut également parler de l'Université de Ségou. Il y a même certaines universités qui ont disparu, comme ou quasiment disparu, comme celle de Tombouctou. Mais quand on regarde un peu les effectifs au niveau de l'université qui a le plus gros effectif, donc c'est quand on regarde ces statistiques qui datent donc de 2021, là on parle de 30% des effectifs dans l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Donc là c'est pour l'économie, je crois, avec sociales et sciences de gestion. Donc 30%, on a 25 327 donc étudiants. Ça, ce sont les données officielles de la Direction générale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. On a au niveau de l'Université donc des sciences humaines 21 814 donc, étudiants. On a 11 060 étudiants au niveau de l'Université des sciences techniques et des technologies. Au niveau de l'Université des sciences juridiques et politiques, on a 10 000. Au niveau de l'Université de Ségou, on a un peu plus de 5 000.
la première chose qui frappe à l'œil, c'est déjà l'effectif, docteur Diallo. Oui, moi j'ai un problème avec ces données parce que je siège avec justement le professeur Sako dans le conseil d'université de l'USGGP. À ma connaissance, rien que dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous avons 45 000. 45 000, rien que dans... Ça, c'est une faculté. De l'USGGP, je vois 25 327. Donc, pour vous, c'est déjà... Ce n'est pas des données qui reflètent la réalité. C'est vrai que nos universités sont confrontées à un problème de massification. Quand je prends la FSEG, qui est la faculté de sciences économiques et de gestion, on parle beaucoup d'inculquer la culture entrepreneuriale. Mais ils ont essayé avec la maison de l'étudiant. Mais ils incubent que 20 projets sur 45 000. C'est une goutte d'eau dans la mer, mais c'est des efforts. Mais pourquoi 20 sur 45 000? Vous avez une idée? Parce que les universités n'ont pas de moyens. Les universités ne sont pas autonomes. Les universités au Mali sont subventionnées par l'État. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des initiatives avec le patronat, avec la signature d'une convention pour accompagner les universités publiques, mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Dans le reportage précédent, j'entendais beaucoup, on parle de l'inadéquation. Moi, j'ai une conviction que je considère étant le vrai défi, le plus important. C'est le déficit de synergie entre les acteurs, c'est-à-dire entre l'État et les organisations patronales et les universités et même la société civile. Ce qui implique qu'il faille, coûte que coûte, mettre en place une stratégie concertée, décloisonnée et qui va nous amener vraiment à absorber. Parce que le taux de chômage aujourd'hui, la question du taux de chômage n'est pas une question, une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. C'est là où se situe le problème. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faille faire un focus. D'effectifs pléthoriques au niveau des universités publiques. Est-ce que c'est à cause de ces effectifs-là que c'est beaucoup plus théorique que pratique au niveau des universités? Tout à l'heure, je pense qu'il y a une personne qui disait dans le reportage que voilà, on est plus fort dans la littérature, mais quand on nous dit il faut pratiquer, créer maintenant l'entreprise, on est bloqué. Bon, c'est une réalité, parce que si vous prenez la FSEC, comme l'a dit, pas plus tard que l'année dernière, il y a plus de 10 000 étudiants de 2022 qui n'avaient pas encore commencé les cours. Première année. Parce qu'il n'y avait pas de place. Donc la gestion des flux constitue le problème permanent dans beaucoup de nos structures universitaires. Parce que les infrastructures sont très limitées et les capacités d'encadrement aussi. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui joue à mon sens aussi sur la qualité de la formation. Donc je suis en accord avec ce que Diallo dit sur les effectifs, où les universités ont énormément de problèmes à gérer ces effectifs. Parce que les infrastructures sont très limitées, les capacités d'accueil très limitées, mais aussi les capacités d'encadrement et la qualité même des encadrements. Parce que le secteur privé a besoin peut-être de certains types de formations dont les formateurs ne se retrouvent pas dans ces structures universitaires. Donc, il va falloir les créer. Mais les universités ne peuvent pas savoir leurs problèmes immédiats tant que ce genre de partenariat n'est pas établi pour savoir où est-ce que nous pouvons nous redresser, où est-ce que nous pouvons chercher des compétences pour satisfaire le secteur privé, pour recevoir nos diplômés. Je crois que ce type de partenariat doit être vraiment permanent entre l'État, les structures universitaires, le patronat, les industriels, etc., et l'agro-industrie ou d'autres secteurs. Mais Madame Belder, il me semble que ce partenariat existe. Je crois que même récemment, vous avez signé un partenariat avec le ministère de l'entrepreneuriat au niveau du patronat. Voilà. Au niveau des universités, on avait signé un partenariat, une convention de partenariat il y a quelques années. Et effectivement, le but était de pouvoir recevoir des stagiaires dans nos entreprises pour après, avec des vraies conventions de stage, un vrai tutorat, pour qu'ils reviennent après, on fasse un retour aux universités en leur disant, ben voilà, nous, vos stagiaires, on a remarqué des lacunes en tel domaine,
ça, ils ont appris ça, ou ça, c'est mal appris, ou il faudrait qu'ils apprennent ça, ça manque dans leur cursus. Mais quand on regarde ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que ces chiffres majoritaires là, dans ces universités, sciences sociales et tout ça, est-ce que vous pensez que le marché de l'emploi peut absorber tout ça aujourd'hui? L'offre du marché de l'emploi ne peut pas absorber toute cette demande dans ces secteurs-là. Il faut absolument diversifier et aller vers des formations techniques et professionnelles. Parce que moi, je sais qu'au cabinet RMO, nous, on a des centaines de milliers, je pense, de dossiers de juristes ou de gens qui sont anthropologues. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que le marché de l'emploi de Bamako, parce qu'en même temps, le marché de l'emploi est très resserré, de Bamako et de ses régions, mais peut absorber des quantités de juristes et de sociologues. Il y en a besoin, mais pas à ce niveau-là, quoi, à cette quantité-là. Alors qu'on a des profils dont on ne trouve pas de compétences. Le paysage des grandes écoles et instituts publics au Mali, on parle de 11 grandes écoles et instituts publics au Mali pour un effectif, là on prend l'effectif total de 84 364, donc ça ce sont des données donc au niveau de l'effectif de 2019. Docteur Diallo, est-ce que vous vous êtes rapproché par exemple du patronat comme au niveau du secteur public pour dire, bon écoutez, au niveau du patronat, quels sont les secteurs qui embauchent beaucoup plus que d'autres pour essayer justement d'adapter vos formations donc à ces secteurs-là? Mieux. Il y a quelques mois, notre association, la EPS, a participé aux côtés du Forum RH, qui sont des professionnels des ressources humaines, des recruteurs, avec l'ANPE, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Nous avons récemment mené une étude sur le référentiel des métiers et des compétences. Et ce qui est paradoxal, les retours que nous avons eus, parce qu'on a pris un échantillonnage auprès des entreprises qui opèrent dans le secteur des mines, agrobusiness et tout ce qui est demandé de l'économie réelle aujourd'hui, mais ils ont plus besoin de profils issus du secteur tertiaire, le marketing, la finance, la comptabilité. Mais c'est vrai, il y a d'autres profils qui sont demandés. Donc, vous voyez ce paradoxe. Moi, je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau. Je reviens et j'insiste là-dessus. Il faudrait qu'on fasse un focus pour que les entreprises, le secteur privé, puissent accroître leur présence aux côtés de ces universités pour la conception des programmes de formation et surtout leur mise à jour. Parce que c'est là où se situe le vrai défi. Et c'est qu'à ce titre qu'on pourrait absorber le problème de chômage. Professeur Sako, tout à l'heure dans le reportage, il y a une personne qui parlait de la formation des formateurs. Et tout à l'heure, lors de votre intervention, vous expliquiez que voilà, il y a certaines personnes qui viennent dans l'enseignement peut-être parce qu'ils sont restés longtemps à la maison sans trouver un travail, ils viennent donner des cours. Donc, est-ce que là aussi, est-ce que ce n'est pas là le véritable problème, le fait que parfois, ceux qui sont censés dispenser des cours, enseigner, ils ne sont pas, pour certains, à la hauteur? C'est une réalité, mais quand vous voyez les besoins en enseignants au Mali, c'est un besoin extrêmement élevé. Vous avez vu tout de suite le nombre d'établissements privés au niveau du secondaire, et peut-être même au niveau du fondamental aussi, par rapport aux établissements publics. Donc, c'est pourquoi les collectivités territoriales recrutent une grande partie de ces enseignants parmi les diplômés. Mais il se trouve malheureusement que beaucoup ne sont pas passés par une structure de formation d'enseignants. Au Mali, nous avons l'école normale supérieure qui forme pour l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Il faut faire un concours, me semble-t-il. Il faut faire un concours. Voilà. Mais il y a des instituts de formation de maîtres pour le fondamental. Mais quand vous voyez le nombre d'écoles, les besoins d'enseignants et le nombre d'individus et d'enfants à scolariser, alors il est fort probable qu'il y ait dans les classes, et c'est réel, beaucoup qui sont dans les classes qui n'ont pas le profil enseignant. Et cela joue forcément sur la qualité de la formation. Alors, moi, je reviens un peu sur le profil au niveau du professionnel. Mais moi, je voudrais qu'on enlève dans la tête qu'après le bac, il faut obligatoirement aller à l'université.
Parce que c'est ça. 90% des élèves qui ont le bac vont à l'université. Il y a aussi l'orientation qui est là, qui fait aussi son travail. Moi, Personne à tel endroit. C'est ça. Là, donc, voilà, moi, je crois que même après le bac, on peut créer des filières courtes, professionnalisantes, qui puissent leur permettre de s'installer à leur compte avec l'accompagnement bancaire et puis d'autres accompagnements pour leur permettre de s'installer en tant que privé individuel ou bien collectif pour quand même exercer quelque chose. Je crois que ça, c'est faisable. Et là, ça ne peut se faire sans que vraiment qu'il y ait ce type de partenariat qu'on a toujours demandé entre les structures de formation et les structures d'utilisation de se former. Donc le bac ne doit pas être tout de suite un tremplin pour aller obligatoirement à l'université. Oui, nous au patronat, on essaye de développer ça justement, de faire partie des gouvernances des universités, qu'il y ait du secteur privé à l'intérieur dans les gouvernances des universités et des écoles pour pouvoir justement avoir une adéquation dans le discours avec ce qu'on veut faire et ce dont on a besoin. Maintenant, par rapport à ce que disait le professeur Sacco, moi je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une offre plus diversifiée de formation et la filière formation de formateurs, à mon avis, elle devrait être une filière à part entière. Mais parce qu'effectivement, nos personnels qui forment sont... Après, je ne sais pas pour les écoles privées, mais en tout cas, pour le public, c'est un petit peu compliqué. On le voit bien même à l'éducation élémentaire. On en parlait tous les trois tout à l'heure avant de commencer. Il faudrait aussi revoir tout ce qui est l'école fondamentale. Parce qu'ils arrivent au bac avec déjà un niveau très très faible de l'élémentaire. Donc, et je dirais même que les filières techniques et professionnelles, elles arrivent même avant le bac. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bac. Pour être de bons professionnels, tu peux faire le DEF, 2 années d'école technique ou 3 et sortir avec un diplôme professionnel qualifiant et rentrer dans le marché du travail, employé ou auto-entrepreneur, peu importe. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons notamment revenir sur les mécanismes pour promouvoir l'employabilité, notamment des jeunes. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Notre thème ce soir est inadéquation formation-emploi. Comment y remédier? Je suis toujours en compagnie de nos invités, Monsieur Mamadou Habib Diallo, président de l'Association des établissements privés de l'enseignement supérieur, Madame Valérie Belvert, directrice générale de RMO au Mali, et Monsieur Daouda Sacco, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants. Merci à tous d'être restés sur le plateau. Nous allons voir cette autre donnée qui va nous amener à parler donc des établissements privés d'enseignement supérieur privés au Mali. En 2022, on parle de 174 établissements agréés. Sur les 174, on a 56 établissements dont les diplômes sont reconnus par l'État, donc homologués, et on a 118 dont les diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Donc, il ne suffit pas d'avoir un établissement privé, M. Diallo. Il faut aussi homologuer certains programmes qu'on dispense. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau? C'est une question de survie. Tant qu'on parle de qualité, il faut s'inscrire dans une démarche qualité. Et aujourd'hui, nous avons à l'échelle du Mali une agence malienne de l'assurance qualité qui est là pour non seulement habiliter les offres de formation et en même temps accréditer aussi des institutions d'enseignement supérieur. Alors, les diplômes sont reconnus de facto. Mais bon, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la procédure d'habilitation. Et il est bon de rappeler que les écoles privées viennent de loin. Au début des années 2000, avec la floraison des écoles privées, des institutions d'enseignement supérieur privées, nos diplômes n'étaient pas reconnus parce qu'il y avait un vide juridique. Et c'est d'où même la création de notre association qui a mené ce combat auprès de nos gouvernants pour trouver un mécanisme d'évaluer les offres de formation et permettre à ces établissements de délivrer des diplômes homologués, des diplômes reconnus comme étant des diplômes d'État. Donc,
Avant, nous avions plus, parce que ça a été un problème pour les établissements. Avant, nous avions plus d'enseignants que d'étudiants. Mais aujourd'hui, avec ce mécanisme d'habilitation, aujourd'hui, le paradigme a changé. Et nous allons vers la professionnalisation dont on parlait des enseignements, avec la réforme de l'enseignement supérieur qui est passé au système LMD, qui a pour mission, pour objectif de professionnaliser nos formations. On n'a plus... Il existe toujours des licences d'ordre général, mais c'est surtout les licences pour ce qui concerne le privé. La plupart de ces établissements délivrent des licences professionnelles. Pour que je comprenne, est-ce qu'on a des établissements, est-ce que là, ça veut dire aussi qu'on a des établissements qui sont là, qui sont agréés, mais dont les diplômes ne sont pas reconnus ou du moins homologués? Donc, c'est ce que ça veut dire, c'est ça? Oui, parce que... Donc, les parents, là, monsieur Sako et madame Belvert, j'aimerais que vous réagissiez. Donc, les parents envoient leurs enfants dans des établissements privés, ils payent. Et l'enfant gagne le diplôme, mais ce diplôme, il ne peut pas travailler dans une entreprise qui est très regardante sur cet aspect-là du diplôme qui est homologué, Madame Belvert. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à faire la différence, nous, les recruteurs, parce qu'on ne sait pas, enfin, les diplômes, on les voit bien, mais après, en termes de qualité de l'enseignement et de la reconnaissance de l'établissement, en fait, on a une méconnaissance sur le sujet. Donc, ça passe sans problème, c'est ça? Alors, ça passe sans problème, ça dépend. Nous, si on nous demande... nous, on répond à une demande. Donc, si la demande est un DESS ou une licence en tel domaine, effectivement, on regarde un peu plus près sur l'établissement. Il y a des établissements qui sont reconnus au Mali. Après, il y en a qu'on ne connaît pas. Donc, on se renseigne, on demande d'avoir le diplôme, le vrai diplôme, parce qu'il y a beaucoup de faux diplômes également. Pas... Non, mais c'est vrai que dans la recherche d'emploi, on voit de tout. Et on n'a pas une cartographie en fait hyper claire de tout cet état des lieux des établissements privés. On connaît les plus réputés, et donc effectivement, on a un œil plus favorable à ceux qui ont une bonne réputation. Et après, nous, on évalue nos candidats. Donc, on voit bien à l'évaluation... Si le diplôme est... Tout à l'heure, il y a une dame qui disait dans le reportage, moi je vais au-delà du diplôme quand je veux recruter. C'est aussi ce qu'il faut faire. Justement, parfois, on peut avoir un diplôme d'une grande école, même étrangère, et parfois, au niveau de la réalité... Monsieur Ama, le diplôme n'est pas une fin en soi. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que les entreprises recherchent? C'est des compétences avérées, des compétences pratiques, opérationnelles. Mais bon, il y a quand même une petite nuance. C'est vrai qu'il y a 174 établissements d'enseignement supérieur privés, mais sur ces 174, il y a à peine 60 à 70 qui sont opérationnels, parce qu'il y a des écoles qui sont créées et qui meurent 2-3 ans après. C'est l'entrepreneuriat, c'est comme les entreprises classiques. Mais aujourd'hui, quand on dit 56 écoles qui sont, peut-être c'est 56 ou 60. Je sais qu'à un moment, je crois que ça doit être l'année dernière, on a été contacté par certains promoteurs d'écoles privées, puis d'écoles privées de santé, où on avait empêché leurs élèves de faire les examens d'État parce que c'est des établissements qui n'étaient pas reconnus. Alors, nous avons rencontré le ministre en charge à l'époque de l'enseignement supérieur et son cabinet, vraiment, que je remercie beaucoup parce que on s'est mis d'accord sur la publication annuelle des établissements reconnus, dont les examens sont reconnus par l'État pour que nous puissions envoyer nos enfants avec beaucoup plus de garanties. Et je crois que ça, c'est d'actualité maintenant. Donc, même sur les sites, tu peux trouver facilement la liste des établissements privés d'enseignement supérieur, reconnus par l'État. Bon, diplôme reconnu, diplôme non reconnu, mais je crois que c'est dans l'ambition de faire un concours organisé par l'État, par le gouvernement. Donc, le gouvernement, pour être candidat, il faut que ce soit avec un diplôme reconnu par l'État. Mais le secteur privé, moi, je crois que le secteur privé n'a pas beaucoup s'apitoyer sur le diplôme. C'est les compétences. Je pense que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est plutôt la compétence. C'est le savoir c'est le savoir-faire que tu amènes. C'est ça qui les intéresse. On m'a dit que dans beaucoup de pays,
un ingénieur il peut compétir en même temps qu'un technicien pour un emploi donné, mais au moins à la tâche. La tâche, c'est que chacun soit faire. Si c'est le technicien qui sait bien serrer les blancs et qu'on veut chercher, mais toi, tu es recruté. Ce n'est pas le diplôme qui est toujours le mobile fondamental pour être recruté, mais la compétence que vous amenez pour telle ou telle fonction, pour telle ou telle action à mener dans l'entreprise ou alors dans le service. Moi, je dirais que c'est un tout, en fait. Il y a besoin des compétences, il y a besoin du diplôme, parce que le diplôme, il garantit quand même un certain savoir-faire. Après, là où souvent ça pêche, entre guillemets, c'est justement dans les soft skills et dans les postures. Et je trouve, moi, que les universités ou même les lycées ne préparent pas à deux choses. Ne préparent pas les jeunes à travailler sur un projet professionnel. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps d'essayer de définir avec le jeune, avec ce qu'il est, avec l'environnement dans lequel il a grandi, avec ses capacités mentales, physiques, etc. On ne prend pas le temps de travailler avec ces jeunes sur vers quoi ils pourraient aller, quelles seraient leurs aptitudes. Et ça n'existe quasiment pas ici. Moi, j'entends rarement parler de travail sur le projet professionnel. Et c'est pour ça que nous, dans nos cabinets, on se retrouve face à des jeunes qui nous disent « Madame, je cherche un emploi. » Ok. Quel emploi? N'importe quoi. Et moi, je leur dis toujours n'importe quoi. Ça n'existe pas comme emploi. Il y a bien quelque chose que tu aimes, que tu sais faire. Donc, travaille sur le projet. Et la deuxième chose, c'est les postures, l'employabilité. On a quand même un gros problème avec les jeunes qui se présentent devant nous, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, sur les postures. C'est-à-dire, on ne leur a pas dit comment il fallait se présenter devant un employeur. Ils n'ont pas les codes, le minimum de codes, quoi. Et ça pose problème parce que je pense que c'est aussi une question de ce qu'on apprend à l'école, et c'est aussi ce qu'on apprend à la maison. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'employabilité, c'est quand même un souci. Plus de 3 millions d'emplois sont créés en Afrique par an pour 10 à 12 millions de jeunes demandeurs. La problématique dont on parle ou qu'on traite aujourd'hui, qui concerne particulièrement le Mali, en réalité, c'est une problématique générale qui va au-delà même des frontières. C'est la même réalité ailleurs. Ce qui nous amène à parler de l'entrepreneuriat, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, et quelqu'un en parlait tout à l'heure dans le reportage, notre système éducatif, justement, incite ces jeunes-là qui veulent entreprendre à se lancer en leur donnant, par exemple, les outils nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Docteur Diallo? Oui, en fait, pour compléter, Madame Belvédère le disait tantôt, les projets professionnels. Je pense que c'est l'ADN des business schools, à la différence des universités. Aujourd'hui, nous avons dans notre gouvernance des conseils d'orientation stratégique qui sont essentiellement composés de professionnels qui participent à la conception des maquettes pédagogiques et même de leur mise à jour. Donc, c'est comme un cahier de charge pour les entreprises. Mais au-delà de l'acquisition de l'expertise, elle le disait tantôt, il faut des soft skills, c'est-à-dire des soft skills, des capacités d'interagir, d'apprendre, de travailler, mais ça s'inculque aussi dans les écoles. Ça inculque, voilà, c'est la raison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les programmes, nous inculquons l'esprit, la culture entrepreneuriale. Aujourd'hui, je voudrais saluer d'ailleurs le patronat avec la vision et le leadership de son manager actuel qui a sémé la graine de l'entrepreneuriat dans nos écoles au niveau primaire, et ce, dès la rentrée prochaine. Donc, c'est des initiatives comme ça qu'il faudrait amplifier, qu'il faudrait faire en sorte que l'entrepreneuriat puisse être inculqué dès le bas âge. Parce qu'on a l'habitude d'entendre un historien, qu'est-ce qu'il a à faire avec l'entrepreneuriat? Mais une petite anecdote. Il y a un sortant de l'ENSUP, un historien qui est venu me voir et dit je suis dans le chômage, je ne veux pas enseigner, mais je vais entreprendre. Finalement, quelques mois après, il est repassé me voir. Mais écoutez, je suis allé à Tombouctou. J'ai commencé la ville des 30 ans, 301, je suis commencé à filmer. J'ai développé une compétence avec mon smartphone dans un premier temps, faire des reportages,
parler de l'histoire de Tombouctou, de la ville sainte et tout, et je vends. Aujourd'hui, il emploie 5 personnes. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'il est manager donc, financier. quel que soit le secteur, on peut entreprendre, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, où on disait... On a vu des grammairiens, des historiens qui sont devenus chefs d'État. C'est pas une fin en soi. C'est une question de capacité. Pas le diplôme de chef d'État. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un mélange en fait. Il y a des jeunes qui viennent nous voir en disant « Madame, on veut être entrepreneur ». Alors déjà, effectivement, tu dois aussi être dans une posture d'entrepreneur. Il faut savoir vendre, il faut croire en ton produit, il faut avoir fait ton business plan. Enfin, il y a un peu de sérieux. On ne se lève pas un matin en disant « Je suis entrepreneur ». Ça se travaille déjà. Après, il y a des gens qui n'ont pas non plus la personnalité pour être un entrepreneur. Il y en a qui sont des exécutants, qui ont envie de s'asseoir tranquillement à un bureau, de faire ce qu'on leur dit de faire et de le faire très bien. Et donc, c'est aussi une question de personnalité. Je me rappelle, j'ai dit au début de mon intervention qu'il y avait le programme d'entrepreneurship qui était inscrit au lycée et même au supérieur. Mais malheureusement, justement, qu'est-ce que il n'y a pas de compétences pour l'exercer. Même le projet personnel dont Madame vient d'en parler, c'est inscrit au programme de lycée. Mais il n'y a pas de personnel qualifié pour ce type d'accompagnement dont les élèves ont besoin. Et qui devrait les aider, même dans le supérieur, pour les préparer à s'installer un jour dans le milieu professionnel. Professeur Sako, pour que je comprenne bien ce que vous êtes en train de dire, avec toutes ces ressources humaines dont le Mali dispose, on n'a pas de ressources humaines capables justement d'appliquer ce qui a été mis dans le programme? Non. Ou bien c'est moi qui comprends mal ce que non, mais vous avez bien compris. Non, mais c'est les enseignements classiques, nous les avons forcément. Mais tout ce qui doit être imposé par l'évolution du monde du travail manque dans nos structures. Et c'est pourquoi nous avons demandé qu'il faut une révision des programmes pour que les programmes puissent s'adapter à l'évolution du monde du travail, pour que les diplômés puissent vraiment se retrouver dans le monde du travail après l'université. Donc les enseignements classiques, on en a suffisamment. Mais tu dis à un professeur, mais comment se prendre pour suivre un élève au lycée qui a un projet personnel et qu'il doit encadrer. J'ai vu en Europe, c'était en France, je crois quand je faisais un peu une partie de mes études, il y avait le projet personnel encadré, depuis le collège. Et il y avait 2 ou 3 ou 4 professeurs qui le suivaient dans son projet. Est-ce que là aussi, ce n'est pas à cause des effectifs? Tout à l'heure, nous parlions des effectifs pléthoriques. Lorsque dans une salle, vous avez plus de 10 000, voire plus d'étudiants, il est clair que travailler sur un PPP, un projet personnel, je pense que c'est difficile. Justement, on va voir dans cet élément qui va suivre le meilleur, le pays champion d'Afrique, on va le dire ainsi, le pays champion d'Afrique, donc au niveau de son système éducatif, c'est un pays où le chômage est en train de baisser. Suivant. Les Seychelles occupent le premier rang africain des pays ayant le meilleur système éducatif avec 69,3 points sur 100. C'est d'ailleurs le seul pays du continent à avoir atteint l'objectif de l'UNESCO concernant l'éducation pour tous. L'information a été rendue publique en septembre 2022 par Business Insider Africa. Ce journal s'appuie sur l'étude de The World Education Forum qui a enquêté dans 140 pays, dont 38 pays africains, pour identifier les meilleures techniques éducatives basées sur le développement des compétences. On y apprend que le système éducatif seychellois est le seul en Afrique à être classé parmi les 50 meilleurs systèmes du monde. Cet archipel aux 115 îles situé au large de l'Afrique orientale, avec une population de plus de 98 000 habitants, occupe la 43e place mondiale devant l'Ukraine, la Hongrie, la Russie et les Émirats arabes unis. Le deuxième rang du classement africain est occupé par la Tunisie avec 61,4 points. Ce pays d'Afrique septentrionale, classé 71e mondial, a investi 20% de son budget national dans le secteur éducatif, d'après l'étude. La troisième marche du podium africain est occupée par l'île Maurice avec 61 points. Cet État insulaire d'Afrique australe se classe 74e dans le système éducatif mondial grâce notamment à sa politique éducative qui rend la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. En matière de formation professionnelle, l'île Maurice occupe la 47e place mondiale.
Pour établir ce classement, World Education Forum s'est basé sur plusieurs critères tels que le niveau de compétence globale de la main-d'œuvre, la quantité et la qualité de la scolarité dans chaque pays, mais aussi la culture numérique, les compétences et la capacité à penser de manière critique et créative. Madame, messieurs, depuis on parle de la qualité de la formation, de l'inadéquation même entre certaines formations et certains besoins des entreprises. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que quand on a un bon système éducatif, on a forcément des bons résultats au niveau de la qualité des ressources humaines, au niveau de l'employabilité des jeunes? Madame Belvert? Oui, ça me semble évident. C'est-à-dire si à la base, on a un bon système éducatif fondamental, après une bonne qualité d'enseignement secondaire, déjà, ça sera déjà plus facile parce que même sur les emplois classiques dont on dit qu'il y en a peut-être trop formés dans ces domaines-là et qu'on a besoin aussi de formation technique et professionnelle, il s'avère qu'aujourd'hui, le niveau quand même de ces personnes-là est quand même hyper faible, très très faible. Nous, aujourd'hui, on reçoit des gens qui ont un bac ou une maîtrise et qui ne savent pas écrire correctement 3-4 lignes sans faire 20 fautes d'orthographe. Donc, c'est quand même un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et dès qu'on fait des tests, il n'est pas rare d'avoir des gens qui ont 3-4 sur 20 à des tests dans leur domaine. Donc, c'est quand même un souci. C'est quand même un souci. Tout à l'heure, dans le reportage, il y a un monsieur qui disait parfois, on a des gens qui sont, par exemple, juristes. La personne arrive, on lui donne son poste de juriste. Même là encore, et il n'arrive pas à faire ce pourquoi il a été formé. Là, on ne peut plus parler d'inadéquation, formation-emploi. Mais tout cela suppose que ce sont les formations qui ne sont pas en adéquation avec les emplois. Même quand on est juriste, on a un poste de juriste. Oui, mais c'est sûr. C'est la qualité. Ça joue. Ça veut dire que c'est la qualité de la formation qui est mise en cause ici. Donc pas la qualité de l'étudiant qui peut-être n'a pas... Non, mais c'est depuis la base. Parce que il faut prendre l'école au sérieux depuis l'école fondamentale. Il l'a dit. À notre temps, par exemple, depuis la 7e, 8e, un élève, il savait écrire une lettre. Tu lui dis en bambara, mais il t'écrit la lettre. Mais qu'est-ce qui explique ça, justement? Que cette époque-là, que vous arriviez à le faire et qu'aujourd'hui, que ce soit difficile. Est-ce qu'on va juste l'expliquer par les nouvelles technologies, par la paresse des étudiants ou par la mauvaise méthodologie au niveau des enseignants? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a l'engouement même pour le métier qui est là. Mais qui est préparé pour ce métier? Quels sont les critères qu'il faut mettre en place pour choisir, pour choisir les enseignants? Donc, tout ça sont des éléments qu'il faut voir. Et aussi un suivi pédagogique régulier des enseignants, voir ce qui se passe dans les classes. Et là, c'est un domaine, mais l'autre, il faut toujours adapter les programmes. Il faut voir les programmes. Parce que j'ai vu un pays en Europe, chaque année, on change les programmes. On les adapte à la réalité. Mais au Mali, nous avons des programmes depuis combien de temps? Et puis surtout, il faut réglementer la fonction enseignante. Beaucoup enseignent, ils ne sont pas enseignants de profession. Et cela joue forcément sur la qualité des apprentissages. Là, on ne peut pas dire combien, mais avant, dans la loi d'orientation de l'éducation, c'est bien stipulé, je ne sais pas c'est à l'article combien. Être enseignant, c'est avoir une habilitation à enseigner, donc avoir une certification professionnelle. C'est clair. Mais qui n'existe pratiquement pas aujourd'hui. De façon pratique, madame, messieurs, depuis, vous nous avez expliqué un peu toutes les difficultés qu'il y a autour des enseignants, des étudiants, des formations qui sont dispensées, la qualité des ressources humaines, mais de façon concrète, à votre avis, docteur Diallo, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redresser les choses, pour essayer d'améliorer les choses? Mais très rapidement, il faut vulgariser l'esprit entrepreneurial. Il faut intégrer l'entrepreneuriat dans les programmes de formation. Depuis le lycée, comme disaient certains? Depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire. L'école primaire. Aujourd'hui, avec les statistiques, s'il y a 3 millions d'emplois créés et qu'en même temps, on a plus de 12 millions qui viennent
demandeurs d'emploi, le gap il est important, il y a un réel fossé. Donc ça travers l'entrepreneuriat. Et être entrepreneur, ça ne veut pas dire un bon entrepreneur, c'est un gestionnaire des ressources humaines. C'est comment faire travailler les gens. C'est la posture. Comment faire travailler les gens. Comment avoir un esprit de créativité. Et moi, je pense qu'à ce niveau, au-delà de tout cela, il faudrait... Parce que quand les étudiants viennent s'inscrire dans une école, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils veulent la compétence. Mais avant la compétence, il faut la connaissance, il faut l'expertise. Et pour ce faire, ils veulent aussi qu'on les accompagne, qu'on facilite leur insertion professionnelle. Mais pour des métiers que nous ne connaissons pas, les métiers de maintenant, il y a 10 ans, 20 ans, on ne les connaissait pas. Les futurs métiers, on ne les connaît pas. Donc, il faut qu'ils soient prêts, qu'ils soient polyvalents. Et au-delà de ça, il faudrait que le secteur privé aussi joue son rôle. Accepte d'accueillir il faut démocratiser les stages, accepte d'accueillir les étudiants. Mais c'est vrai, il y a la masse salariale qu'il faut gérer, ainsi de suite. Il faudrait que les stagiaires, il y a beaucoup qui ne demandent absolument rien. Mais c'est des stages de qualification qui aboutissent parfois à l'embauche. Et là, il faudrait que l'État joue son rôle aussi. C'est pour cela que c'est une chaîne de valeur. L'État doit mettre en place des politiques fiscales d'attractivité. Par exemple, une entreprise qui accueille, il faut des facilités sur le plan fiscal. Je pense que ça va démocratiser. Et il y a beaucoup de pistes comme ça qu'on pourrait mettre ensemble, mais il faut cette synergie entre tous les acteurs, que ce soit les parents, que ce soit les organisations patronales, que ce soit l'État et bien sûr, bien entendu, les écoles. Il faut qu'on joue collectif. C'est une responsabilité collective. Madame Belvert, le patronat doit jouer son rôle? Je pense que le patronat est en train a repris un peu le flambeau à plein de niveaux. Sur l'entrepreneuriat, c'est vrai on pousse les jeunes à l'entrepreneuriat, on fait beaucoup de coaching, etc. On a demandé et on a mis en place des partenariats public-privé, privé-privé pour faire partie de la gouvernance des universités, des écoles, mais aussi des organismes qui travaillent avec dans la formation et l'emploi comme la NPE, la PEJ, le FAFPA, etc., où on est déjà administrateur, mais on veut influer plus que ça encore dans la gouvernance de ces établissements. Et puis, donc travailler sur l'entrepreneuriat, je pense l'État doit jouer son rôle dans le secteur éducatif, puisqu'aujourd'hui, vous disiez c'était mieux avant, mais pourquoi c'était mieux avant? Parce que les infrastructures étaient mieux, les professeurs étaient mieux formés, ils faisaient une vraie carrière. Aujourd'hui, il y a année blanche sur année blanche, ça veut dire que ça dysfonctionne. Donc je pense que l'État doit avoir sa vision sur son secteur de l'éducation, qu'il soit fondamental et supérieur. Donc ça, et je pense que remettre tout ça dans les rails, ça pourra n'être que bénéfique pour les demandeurs d'emploi. Et enfin, que les offres de formation correspondent aux besoins du secteur privé. Parce que le gap dont parlait le docteur Diallo, certes, il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a d'offres officiellement. Mais aujourd'hui, combien d'employés allons-nous chercher à l'extérieur du Mali parce qu'on n'en trouve pas au Mali? Des compétences qu'on va chercher à l'extérieur. Donc ça, déjà, ce gap-là, on pourrait le réduire, puisque ça veut bien dire qu'il y a des formations qui manquent. Donc on pourrait réduire le gap. Professeur Sako, on n'en a pas parlé, mais il y a même dans certaines universités des étudiants qui, pour un parcours de 3 ans, donc une licence, sans redoubler, sans problème de notes, on fait 5 ans. Ça aussi, c'est une autre histoire. Oui. Mais aujourd'hui, en tant que membre de l'association des parents d'élèves et étudiants, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait absolument mettre en place, mais vraiment dans l'immédiat, pour essayer un peu de résorber cette question du chômage des jeunes qui, pour certains, ont des qualifications, mais qui ne trouvent toujours pas de travail? Bien, traditionnellement, on dit chez nous, il ne faut pas en vouloir là où vous êtes tombé, mais en vouloir plutôt à là où vous avez trébuché. Alors nous avons trébuché longtemps parce que notre école a trop duré dans cet état où personne ne donne une note réjouissante au système scolaire.
Alors, il est temps que certains types de partenariats dont nous allons parler ici soient vraiment une réalité. Alors, beaucoup sont limités par les financements. Il faudrait que les banques aussi jouent leur rôle pour assurer un financement de ce qui va amener un projet réalisable, vraiment pour permettre l'installation de ces jeunes qui veulent s'installer dans le privé. Parce qu'il y a beaucoup m'ont rencontré pour ce genre de problème. J'ai mon projet, mais je n'arrive pas à avoir le financement que je sollicite. Donc, c'est un accompagnement que je sollicite de la part de tous ceux qui peuvent aider ces enfants à leur sortie de l'université pour qu'ils puissent s'installer soit en privé ou bien dans les secteurs publics, pour que vraiment il y ait cette cohésion de vue entre les structures de formation et les structures d'emploi. Moi, je suis quand même un peu confiant parce que selon les nouveaux textes, surtout avec le Mali-Kura, je crois que le Mali-Kura va contribuer à la formation d'un nouveau type de Maliens. Je suppose, parce que pour nous, quand même, le temps est... Quand tu dépasses les 72 ans, quand même, je crois que toi, tu as très peu de temps maintenant. Mais je souhaite quand même que le Mali-Kura apporte quand même la joie au cœur pour créer des opportunités d'emploi à ces jeunes diplômés. Que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur étatique, ou bien qu'ils puissent s'installer à leur compte, mais que l'accompagnement nécessaire après la formation y soit. Merci madame, merci messieurs d'être passés sur le plateau d'Entreprendre. Je rappelle que notre thème ce soir était inadéquation formation-emploi, comment y remédier. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt sur TM1.